On s'intéresse à présent à l'actualité économique avec Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Cher Eric, d'abord bonne fête de Hanouka à vous. Vous aussi. Et on démarre donc, merci, avec une grande première et avec l'intérêt d'Abu Dhabi pour une société d'assurance israélienne. Vous rappelez les accords d'Abraham, annoncés en août 2020, signature en grande pompe le 15 décembre 2020 à la Maison Blanche, et donc le business bat son plein entre les Émirats Arabes Unis et donc Israël. Consortium dirigé par le holding d'État d'Abu Dhabi est en négociation plus qu'avancée pour acquérir une participation majoritaire dans la société Phoenix Group. Alors l'idée est que le holding Amirati reprenne la participation des fonds américains qui s'appellent Gallatin et Centerbridge, qui ont 25 à 30% du capital. Ça bouge donc pour Phoenix Group, qui pèse quelques 3 milliards de dollars sur la bourse de Tel Aviv. C'est une société israélienne qui a un positionnement autour de l'assurance classique, la gestion d'actifs et les services financiers. C'est un des leaders ou le leader israélien en matière d'assurance ? C'est un des leaders. Alors il y en a d'autres dont on parle souvent. C'est un des leaders, et l'intérêt pour le holding d'Abu Dhabi, c'est de prendre un positionnement très intéressant sur ce groupe Phoenix. Alors on va se dire, mais pourquoi les fonds américains vendent ? Est-ce qu'il y a un loup ? Pas du tout, parce que les fonds ont quand même doublé le capital en l'espace de 4 ans, et vous savez que les fonds américains, comme les fonds français, il y a un moment où il faut rendre l'argent aux actionnaires. C'est-à-dire que grosso modo, les fonds doivent rembourser au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans pour leurs actionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'ils vendent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le holding d'Abu Dhabi est bien présent dans cette compagnie d'assurance, et ça risque de continuer. Et justement, Eric, est-ce que vous pensez qu'Abu Dhabi va continuer ses emplettes en Israël ? Écoutez, au moment de la signature de l'accord à la Maison-Blanche, ils avaient dit qu'ils investiraient 10 milliards de dollars. Ils ont déjà investi 7 milliards de dollars dans des sociétés israéliennes, et ils vont continuer. L'exemple le plus frappant, c'est une boîte qui s'appelle Aleph Farms. Ils ont mis 105 millions de dollars. C'est une société dont on a parlé. Oui, vous savez, c'est le spécialiste de toute la viande cultivée. C'est des steaks qui sont produits directement à partir de cellules animales qui sont non génétiquement modifiées. C'est un secteur qui attire toutes les convoitises. Vous savez, Israël est très fort, on le dit souvent, dans la cybersécurité. C'est sans doute le leader mondial. Ouais. Et ils sont très très bons sur tout ce qui est la viande animale. On reconstruit des viandes animales, on reconstruit des œufs, on reconstruit du saumon, sans saumon, tout ce qui est génétiquement modifié. Et ça peut notamment beaucoup intéresser les pays musulmans qui contrôlent beaucoup évidemment la viande. Évidemment, puisqu'ils ont la même problématique, que nous. Nous, c'est kasher, eux, c'est halal, mais on est dans la même logique intellectuelle. Donc les fonds d'Abu Dhabi se jettent sur ce genre de société. Donc ils ont mis 105 millions de dollars dans Aleph Farms, et donc ils vont continuer, puisque je disais, ils ont investi 7 milliards, il reste 3 milliards de dollars à investir. C'est beaucoup, 3 milliards de dollars. C'est rien à l'échelle du Nasdaq pour un pays comme les États-Unis, mais investir 3 milliards en Israël, c'est beaucoup, c'est des prises de participation, c'est des choses intéressantes. Ça traduit la confiance de ces fonds. Ça traduit, et puis le holding d'État d'Abu Dhabi, il y a aussi une chose dont il faut parler, c'est que Abu Dhabi et Dubaï, leur grande problématique, c'est qu'il ne faut plus être dans le pétrole simplement, il ne faut plus être dans le tourisme, ils ont besoin d'autres sources de revenus. C'est ce qu'il y a aussi. C'est du Qatar aussi. Qatar, c'est ce que je dis aussi avec l'Arabie Saoudite. La problématique de l'Arabie Saoudite, je dévie, c'était pas prévu au programme, mais ils ont 95% de leurs recettes budgétaires qui viennent du pétrole. Donc, quand on sait que d'ici 2035-2040, les énergies renouvelables devraient prendre le pas sur le pétrole, il faut absolument qu'ils trouvent des autres sources. C'est le sens du plan en 2030 lancé par le vice-roi. Avec le vice-roi et avec le ministre du Commerce français qui est en ce moment en Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, tout se rejoint. Donc, Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï ont besoin de diversifier leurs économies. Et donc, comme il y a des accords, qui en profite ? C'est Israël. Eric, on revient sur un fait dont vous nous aviez parlé dans les précédentes éditions d'Israël Business, la hausse des taux d'intérêt dans le pays qui commence à avoir un impact important sur le marché immobilier. Oui, on en a parlé le 22 novembre dernier. La Banque centrale israélienne a augmenté son taux directeur pour la 6e fois. Les taux sont passés de 2,75 à 3,25. L'idée, c'est bien sûr de lutter contre la hausse des prix, qui est assez importante dans le pays, mais ça a aussi des effets pervers sur l'immobilier qui commence à montrer des signes de faiblesse. En novembre, il y a quelques chiffres. Le total des prêts immobiliers consentis aux ménages a reculé de 31%. Ouais, 7,6 milliards de shekels. Il y a eu un record, c'était en mars 2022, 13 milliards de shekels. Et les experts pensent que cela va continuer dans la mesure où, quand vous avez des hausses des taux, ce qu'il faut dire, c'est que vos remboursements mensuels sont de plus en plus élevés. Si vous avez un crédit à taux variable, mécaniquement, les taux sont plus importants. Mais si vous voulez acheter un appartement, vous payez plus cher que si vous l'aviez acheté il y a un mois. Et donc,
On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais on peut aller d'un remboursement de $1 000 à $1 300, par exemple, par mois, avec simplement une hausse de 50 points de base. Donc, il y a quand même des effets pervers qui commencent à avoir lieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est génial. Parce que le marché immobilier était monté trop haut en Israël. Oui, c'est une bonne chose, mais il faudrait pas que le coup de froid soit trop important. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'à cause de cette hausse des taux, non seulement l'immobilier, mais également l'investissement soit grippé en Israël. Et donc, c'est toute la problématique quand vous faites de l'économie, quand vous augmentez les taux d'intérêt. C'est bien pour lutter contre l'inflation, mais il ne faut pas que ça provoque une récession. On voit déjà qu'en Europe, et je fais encore une petite discrétion, la forte hausse des taux décidée par Christine Lagarde, il y a des effets pervers. On lutte contre l'inflation qui baisse un peu, mais ça ralentit fortement l'économie au point de faire tomber l'économie dans la récession. Donc c'est un jeu d'équilibriste vraiment à trouver. C'est un peu comme le football que vous adorez. Il faut vraiment... Avec beaucoup de doigté. Il faut avoir vraiment beaucoup de doigté, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous. Israël Business, ça retrouvé sur radioj.fr. Bonne fête de Hanouka. Bonne fête. Et la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.